Bonjour, bienvenue dans Le Monde à l'Envers, l'émission de Supply Chain Village qui a vocation à rapprocher le monde politique du monde de la logistique et de la supply chain, deux mondes qui doivent aller de l'avant. Aujourd'hui, nous accueillons Laurent Livolsi. Bonjour. Bonjour, François-Michel. Bonjour, Laurent, qui est l'auteur du livre La logistique, une affaire d'État, avec un point d'interrogation. Et donc, justement, ce point d'interrogation, cet enjeu de la logistique, comment vous le percevez, comment vous le traduisez dans votre livre publié en 2017 ? Alors, parler d'État aujourd'hui, dans le monde économique, ce n'est pas toujours très bien vu. Et parler d'État par rapport à des questions de logistique, on peut penser que ce sont deux domaines assez séparés. D'un côté, celui de l'entreprise, et de l'autre côté, celui vraiment des politiques publiques. En fait, il y a de vrais enjeux de compétitivité. Et pour nous, c'est ce qu'on essaie de démontrer dans cet ouvrage, il y a de vraies questions à se poser au niveau des États. D'accord. Alors, les États, il y a maintenant, avec la mondialisation, une stratégie nationale, même des stratégies nationales autour de la logistique, autour des flux. Comment on peut les percevoir? Quels sont les grands bouleversements? Quels sont les grands enjeux structurants au niveau mondial? Alors, il y a une actualité finalement qui est allée dans notre sens, qui est abondée par rapport à la thématique du livre. Quand on a écrit ce livre il y a maintenant à peu près 18 mois, globalement, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine n'avait pas commencé. On s'aperçoit aujourd'hui que les mesures protectionnistes portées par un président américain pourtant libéral, face à un pays chinois et un Xi Jinping qui est au contraire, devient le nouveau tenant du libéralisme, eh bien on s'aperçoit qu'il y a une vraie guerre entre les États, une vraie guerre commerciale. Et cette guerre commerciale, elle s'appuie du côté chinois par une vraie stratégie logistique, une stratégie d'ampleur inégalée sans doute dans l'histoire, une stratégie qui est très méconnue en France aujourd'hui. Donc cette stratégie, vous pouvez nous la décrire? Alors, elle a un nom symbolique en France, on parle des routes de la soie, mais très prosaïquement pour les Chinois, c'est One Belt, One Road, une route et une ceinture. Et quel est cet objet? Quel est l'objet de cette stratégie finalement? C'est de faire en sorte que les flux, à partir de la Chine et à destination de la Chine, soient optimisés. Et donc la Chine investit, comme jamais on a investi dans l'histoire, plus de 1400 milliards pour construire des ports, pour investir dans des ports, dans des routes ferroviaires, au travers de toutes les plaines d'Asie centrale, mais également au travers du Pacifique, au travers de l'océan Indien, jusqu'en Europe. Et donc des investissements colossaux. Donc il y a cette stratégie structurante au niveau planétaire portée par les Chinois. L'acronyme c'est OBOR. Mais nous avons aussi des stratégies nationales que l'on peut voir autour du bassin méditerranéen qui sont en fonction de cette stratégie chinoise, des opportunités qu'essayent de saisir des pays. Comment ils abordent ces opportunités? Alors tout à fait. Je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un pays qui a une stratégie majeure, la Chine. Et à partir de là, vous avez des pays qui ont moins de possibilités d'action et qui font un diagnostic stratégique très clairement. Il y a un vrai diagnostic stratégique, il y a une vraie vision stratégique. Et il s'agit de se positionner sur ces routes chinoises. Et se positionner, c'est non seulement être un lieu de passage, classiquement, alors l'Égypte avec le canal de Suez, c'est évident, Panama encore, donc on a des lieux de passage historiques que l'on connaît bien, mais il ne s'agit pas de regarder les bateaux passer ou regarder les trains passer, il s'agit de stopper ces flux, de polariser de l'activité industrielle. Et là, il y a sans doute des choses qui sont en train de germer. On parle du ralentissement économique chinois. Attention, la volonté de la Chine, c'est aussi de délocaliser des activités dans ces pays. Je crois qu'il y a un élément qui est assez intéressant, un chiffre, si on veut marquer un peu les esprits. Sur le port de Tanger, à terme c'est d'ici une dizaine d'années, on peut penser qu'il y aura 100 000 expatriés chinois dans des entreprises chinoises. 100 000 expatriés à Tanger. Voilà, avec des entreprises chinoises implantées à Tanger. Donc l'idée, c'est que le Royaume du Maroc s'est positionné par rapport à ces routes-là, essaye de localiser des investissements. Pareil pour l'Égypte et pareil finalement pour tous les pays qui vont se positionner par rapport à cette stratégie. Là, on a une vraie action qui se passe partout dans le monde. Et je crois que l'Europe est aussi active en la matière, même si elle est un peu en retard et qu'on a des stratégies très différentes d'un pays à l'autre. Très intéressant. On a l'impression de retrouver les ports avancés que nous avions dans les pays ou sur les continents. Maintenant, la Chine crée un port avancé planétaire, des ports avancés. Mais justement, sur l'Europe, vous en parliez, l'Europe, dans cette année d'élections européennes, c'est le moment de se poser la question, comment elle aborde ces bouleversements. C'est le fief, le creuset historique de l'industrie, du développement économique, justement autour des organisations des flux. Mais où en sommes-nous aujourd'hui en Europe? Alors, l'Europe historiquement, d'abord, je suis un fervent européen. N'oublions jamais ce que l'Europe nous a apporté en termes de paix, surtout dans ces périodes de tension. Je crois qu'il ne faut jamais oublier ça. L'Europe s'est développée
presque comme un léviathan, hein. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, l'Europe a grossi en intégrant, on ne va pas refaire l'histoire, mais le Portugal et l'Espagne après des dictatures, la Grèce pareil. Donc il y a chaque fois une logique de croissance et de stabilisation politique. Et cette stabilisation, elle passe par des investissements aussi. Et ces investissements, ils ont pour vocation de mettre à niveau, de monter en compétences, en infrastructures, tous les nouveaux entrants. Donc c'est le regard européen qui consiste à dire on va développer des infrastructures pour que les pays se mettent au même niveau. Mais derrière cette vision qui est un peu idyllique de l'Europe, je crois qu'il ne faut pas oublier les enjeux cachés de compétitivité. C'est un marché, et à l'intérieur de ce marché, les pays sont aussi en concurrence les uns avec les autres. Et derrière ces investissements-là, eh bien, on voit qu'il y a des pays qui captent un petit peu plus d'investissements que d'autres, qui sont donc plus compétitifs que d'autres. Et là, il y a des questions aussi à se poser si on veut que l'Europe perdure et si on veut que l'Europe garde son naissance finalement d'un commerce équilibré dans ce marché unique qu'on a développé. Dans votre livre, justement, vous êtes notamment critique sur la RTET qui semble être en incohérence par rapport à ce qui se passe au niveau mondial, mais aussi par rapport à une construction dépassant le cadre national dans une vision peut-être plus globale, dans une vision d'ailleurs de Global Value Chain, GVC. On parlera de l'Allemagne, comment elle s'en est saisie, mais aujourd'hui, votre critique sur le RTET, au vu de ces enjeux de logistique stratégique pour un continent, pour le développement de l'économie. Alors, je crois qu'il faudrait avoir une carte. Il faut imaginer ce qu'est le RTET. C'est le réseau de transport européen. Et c'est un réseau, quand on le regarde, qui est extrêmement déséquilibré. Extrêmement déséquilibré. On voit que la France, sur le plan ferroviaire, est traversée par deux corridors. Un corridor qui part de la péninsule ibérique et un corridor qui part globalement du port de Marseille, même s'il faudrait le rendre plus efficient. Donc, deux corridors. Et quand on regarde cette carte, on s'aperçoit qu'il y a au contraire une densité, une vraie densité sur le centre de l'Europe et autour de l'Allemagne en particulier. Alors, attention, il ne s'agit pas de stigmatiser l'Allemagne, mais je crois que la question de l'ouvrage, c'est de se dire s'il y a une vraie dimension politique, à nous aussi, et dans une année d'élection européenne, je crois que c'est important, à nous aussi, aux politiques, d'être présents au Parlement européen, d'aller débattre, d'aller discuter, d'aller défendre aussi les intérêts français par rapport à ces investissements. Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'Allemagne, historiquement, a très bien joué ce rôle, mais attention, pas que l'Allemagne. Aujourd'hui, ceux qui bénéficient de plus d'investissements, ce sont les pays de l'Est. Normalement, il y a une mise à niveau de leurs infrastructures, mais la Chine investit massivement. Il y a plus d'investissements chinois aujourd'hui dans les pays de l'Est que d'investissements européens. Donc, on a un accroissement de la compétitivité de ces pays, et la France doit se positionner aussi au risque d'être un petit peu au bout de l'Europe, un petit peu délaissée économiquement. Oui, donc il y a un enjeu majeur. On le voit en descendant d'une vision planétaire, puis après ce qui se passe dans le bassin méditerranéen. Attention à ce que la France ne devienne pas une sorte de Bretagne, un peu le Finistère de l'Europe, mais peut-être dans une vision justement de construction partagée de l'Union européenne. Alors il y a un pays qui est noté par notamment la Banque mondiale comme le pays le plus performant sur l'indice logistique supply chain, c'est l'Allemagne avec sa vision de Global Chain Value, GCV. Acheteurs, vendeurs, comment l'Allemagne a réussi à organiser sa puissance industrielle, sa puissance économique par rapport à une approche de long terme structurée sur les enjeux logistiques. Je crois que c'est un très bel exemple, l'Allemagne. Il ne s'agit pas de considérer l'Allemagne comme systématiquement le meilleur exemple, mais il y a une vraie démarche conjointe entre transport et logistique et industrie. Et l'un ne va pas sans l'autre. On a besoin véritablement d'une industrie qui soit soutenue par des transporteurs, par des prestataires logistiques. Il n'y a qu'à regarder les grands classements mondiaux. Aujourd'hui, c'est la Deutsche Post qui est le numéro mondial de la prestation de services logistiques. Donc les acteurs allemands sont extrêmement présents et ils ont soutenu le développement industriel. Donc on a, ce que l'on dit souvent à propos des Allemands, ils chassent en groupe, effectivement, industriels, prestataires, transporteurs ont développé une agilité et cette agilité est source d'efficience au niveau de toute l'économie allemande. Le succès de l'économie allemande, c'est un succès qui passe par le master plan, stratégie logistique, mais aussi par une stratégie industrielle conjointe. Et là, il y a un vrai exemple pour la France. Intéressant. Justement, en parlant d'exemple, la France, en 2015, a lancé une démarche qui a abouti en 2016 à la présentation d'une stratégie, France Logistique 2025, qui s'inspire du modèle allemand. Comment voyez-vous peut-être une critique sur cette France Logistique 2025, mais surtout, quelles seraient les propositions, les recommandations, vous en faites dans votre livre, quels seraient les principaux éléments, les politiques devraient percevoir et devraient mettre en œuvre pour justement répondre à cet enjeu?
Déjà, il y a une vraie question de vision. La stratégie France Logistique 2025, que vous connaissez bien, que je connais bien également, c'est à la fois une formidable opportunité parce qu'elle a existé. Elle a existé et donc déjà on a reconnu ce levier d'action pour la compétitivité nationale. Ça, c'est un élément extrêmement fort, extrêmement important. Maintenant, on a un peu une frustration, hein, soyons clairs, on a un peu une frustration de ne pas être allé au bout des choses et qu'il y ait un ralentissement. Et ce ralentissement, il pose une vraie question aujourd'hui au niveau de l'aménagement du territoire, au niveau des strates administratives. Je crois qu'on a besoin de travailler ensemble. Il ne s'agit pas d'opposer les territoires, que ce soit les départements, les régions, les métropoles et l'État. Nous avons besoin de synergie. Il y a ce qui relève de l'aménagement du territoire au niveau local, des échelons, avec une grande autonomie qui doit être donnée. Et je crois que la décentralisation a du sens par rapport à ces questions-là. Mais attention, quand on parle d'une stratégie mondiale comme celle de la Chine, quand on parle de stratégie à l'échelle européenne, la place de l'État est une véritable place et l'État doit assumer son rôle. C'est-à-dire que nous avons besoin d'une vraie vision stratégique et nous avons besoin de la décliner. Et il y a des synergies à opérer et il y a une confiance à recréer, et ça c'est le rôle du politique, hein, de travailler main dans la main au niveau des territoires et au niveau de l'État pour développer une vision qui soit durable, dans tous les sens du terme d'ailleurs, durable parce qu'on ne peut pas se permettre qu'au gré des mutations politiques, des changements de majorité, finalement, on oublie un certain nombre de choses. Ça s'inscrit dans le temps. Le contexte chinois est très particulier, mais le contexte allemand est quand même un petit peu plus proche du nôtre. Et donc, il y a un vrai temps long par rapport à ce type de stratégie et de vraies synergies. Voilà. Ça, c'est un élément fort. C'est une question qui est vraiment d'actualité aujourd'hui quand on parle d'aménagement du territoire. Vu tout ce qui se passe en France, c'est un vrai enjeu pour rééquilibrer notre territoire. Voilà. C'est un enjeu, considérer le territoire comme un élément d'attractivité économique. Très clair, nous arrivons à la fin de cette émission. L'une des propositions, il y en a 10 qui retranscrivent ce que vous dites, mais l'une des propositions très symboliques, c'est tout à la fois la création d'un ministère de transport et logistique lié au ministère du commerce, pour bien montrer que l'un et l'autre doivent travailler ensemble, les supply chains et la logistique. Nous arrivons donc à la fin de cette émission Le Monde à l'envers, qui rapproche aujourd'hui la question de la stratégie politique sur la logistique et les supply chains. Laurent Livolsi, avec Christelle Caman, vous posez une question, la logistique, une affaire d'État, mais moi je voudrais remplacer le point d'interrogation par un point d'exclamation. La logistique, c'est une affaire d'État, c'est une nécessité de rapprocher ces deux mondes, le monde politique et le monde des acteurs économiques, pour une performance de notre pays dans une Union européenne cohérente. Merci, à très bientôt.